14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. On va parler de la normalité, de la norme. C'est vrai que c'est des termes finalement assez vagues. Et j'aime à dire que nous sommes toujours le fou de quelqu'un. Alors il y a toujours des personnes qui vont être plus raisonnables, d'autres plus aventurières. Et ben moi, sincèrement, je pense que sans un peu de folie, la vie serait bien triste. Néanmoins, il y a quand même des traits de caractère qui sont un peu excessifs. Et c'est avec Samuel Doc que nous allons faire le point sur ce qu'est une personne normale. Parce que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais de là à se considérer comme le meilleur de tous, c'est peut-être un petit peu trop. Hein. Je crois qu'il y a des limites. De même, être concentré, c'est bien, mais vérifier 10 fois qu'on a bien fermé sa porte à clé, là, je crois que ça pose peut-être quand même un problème. Quant à se laver les mains 40 fois par jour, même en période de Covid, c'est peut-être un peu trop. Bref, vous comprenez bien qu'il y a un juste équilibre et c'est donc le sujet que je vous propose qu'on aborde ensemble. Comment ne pas tomber dans des excès, comment mieux comprendre peut-être les travers de votre partenaire. Eh bien, c'est en nous appelant au 0826 300 300. Suis-je normal, docteur? Bonjour Samuel Doc. Bonjour ma chère Brigitte. Eh bien écoutez, j'espère pas trop, parce que finalement ça me fait toujours penser à ce texte, un texte qui s'appelait Psychanalyse de Madame Normale, publié par Joyce McDougall. Elle disait mais quel ennui que cette normalité. Et vous avez dit des choses importantes dans votre introduction, notamment avec cette notion de trait de caractère. Alors déjà, il faudrait finalement pouvoir différencier ce qui serait de l'ordre de la souffrance psychique, de la pathologie mentale, de la structure de personnalité. C'est-à-dire que parfois, on a une identité, une manière d'être au monde qui va être plus ou moins adaptée, plus ou moins conforme à ce qu'on attend d'un vivre ensemble en collectivité. Oui, et d'une société à un moment donné, parce que je crois que la société aujourd'hui permet plus d'être un petit peu fou que peut-être il y a quelque temps. Mais vous permettez, je raconte une petite anecdote qui nous concerne, Samuel Doc. Avec grand plaisir. Vous vous souvenez peut-être pas, mais un jour, on parlait de justement des traits de caractère et vous m'avez dit, tiens, je vais vous faire ce test. Et je vous avais répondu, moi, je pense que je suis un peu obsessionnel. Et vous aviez dit, ah non, pas du tout, vous aviez du mal à le croire. Et en effet, vous m'avez fait faire le test et en effet, je suis un peu obsessionnel. Exactement. Et ce qui est juste dans cet exemple que vous prenez, c'est qu'on peut vraiment parler parfois de personnalité obsessionnelle. Et ça ne veut pas dire qu'on est malade obsessionnel. Ça veut simplement dire que il y a une certaine coloration à notre personnalité et que ce n'est que dans certaines circonstances, par exemple dans le cas de certains traumas, dans certains contextes, qu'à ce moment-là, ce qu'est notre trait de personnalité va devenir vraiment quelque chose de l'ordre du trouble psychique et où là on va parler plus d'anormalité. Mais moi ce que j'aime bien au-delà de cette question d'anormalité, c'est presque la question de la souffrance. C'est à quel moment est-ce qu'on ne peut plus supporter d'être soi. Et alors, ça j'espère que les auditeurs d'aujourd'hui viendront. Oui, ça c'est intéressant ce que vous dites, mais peut-être quand même, et c'est peut-être aussi plus dans cet angle-là que j'ai envie qu'on aille, c'est comment on fait pas souffrir les autres de par notre anormalité, parce que finalement très souvent moi je constate que les gens qui sont avec des traits de caractère quand même trop excessifs, ils s'en rendent même pas compte et finalement c'est les autres qui font souffrir. C'est parfement juste ce que vous dites, et alors je vais être provoque comme vous m'avez appris à l'être, mais vous savez moi souvent vous n'avez pas eu besoin de moi un petit peu. Mais souvent on me dit mais Samuel, tu reçois des fous dans ton travail, des personnes anormales. Pas du tout. Il n'y a pas de personnes anormales qui consultent des psys, ça c'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que les personnes qui font un travail psy, elles sont prêtes à mettre au travail ces fragilités, leur humanité, ce qu'elles peuvent avoir de pas forcément joli, ce qu'elles peuvent avoir d'absurde. Il y a une mise au travail. Et quand Freud nous dit par exemple que le pervers c'est celui qui ne consulte pas, je crois que c'est très juste. Dans les cabinets psy, vous avez des personnes qui ont compris que l'identité est faite de nuances, de complexité, et que ça mérite de s'y pencher, ça mérite d'écouter cela. Mais là encore, oui, ça parle encore une fois des regards sociaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre introduction, je voulais évoquer un livre qui m'a vraiment marqué, que j'ai lu pendant mes vacances. Un livre qui est publié aux éditions de la Découverte, qui a été écrit par Laurie Lofer, qui s'appelle Les héroïnes de la modernité. Pourquoi est-ce que ce livre résonne très très fort avec le sujet que vous avez choisi aujourd'hui ? C'est que, donc Laurie Lofer, alors qui est directrice de l'université de Paris, du laboratoire de psycho, elle fait un portrait de femme,
Virginia Woolf, Madeleine Pelletier, Nathalie Clifford et bien d'autres, en disant que ces femmes-là, à un moment donné, ont été considérées comme hystériques, comme perverses, comme folles, par certaines sociétés, par des sociétés données, mais qui, en réalité, ces femmes-là étaient des révoltées, des insoumises, des indociles, et que ce que l'on croyait être leur folie était en réalité un discours sur le monde, un discours sur les normes qui, quand on voulait bien y prêter l'oreille, permettait de faire un petit peu avancer nos pensées et de déconstruire nos idéologies. Et en ça, Laurie Lofer a vraiment fait un travail, alors bon, toujours avec cette écriture qui est la sienne, qui est très agréable à lire, il faut le dire, mais qui nous renseigne sur cette normalité. En fait, vouloir penser la normalité, c'est aussi penser ce que sont les pouvoirs en place, les régimes politiques, les idéologies, et comment à un moment donné, il y a certaines personnes, là en l'occurrence certaines femmes, qui vont jouer les Amazones et venir renverser cet ordre-là à travers leur discours, leur créativité, et même dans le cas de Virginia Woolf, sa souffrance. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Elle était bipolaire, je crois. Elle était bipolaire, et à travers elle, vraiment, on voit que déjà une certaine modernité commençait à éclore. Et vraiment, je veux vraiment rendre grâce à ce travail de Laurie Lofer qui est courageux. Je pense que Laurie Lofer est habituée, si vous voulez, à aller à contre-courant de toutes les idées de la psychanalyse, parce que je vais vous dire, la psychanalyse, c'est très simple, hein, pour la normalité, c'est comme la météo, c'est-à-dire que tout le monde en parle, personne ne sait exactement ce qu'on sait, mais on est toujours les premiers à juger ceux qui sortent les parapluies. Voilà. Et elle a fait vraiment un travail, voilà, les origines de la modernité, mauvaise fille et psychanalyse matérialiste. Ce qu'elle appelle psychanalyse matérialiste, c'est une psychanalyse qui considère les contextes sociaux, qui considère les assignations, les résistances, et qui, en définitive, nous rend libres. Il faut pouvoir penser que ces normes auxquelles on peut s'aliéner, qui peuvent nous emprisonner, nous asphyxier, elles appartiennent aussi à un contexte politique, et que ce n'est qu'à condition de repenser cette histoire, de penser l'histoire qui ont contribué à façonner les concepts qu'on utilise, eh bien, qu'on peut s'en libérer. Donc voilà, chapeau à elle, et ça, je crois que ça fera écho en vous, ça fera un écho en vous, à mon avis. Je précise que là, vous parlez des femmes, mais que bien sûr, il y a aussi des hommes qui ont fait bouger les choses, et que c'est pas réservé aux femmes, évidemment. Bien sûr. C'est un choix de l'autrice, hein, de parler uniquement des femmes. Mais je crois encore une fois, moi, j'ai envie de rendre hommage à un psychiatre, Serge Tribolet, qui est décédé depuis pas mal de temps, et qui avait écrit un magnifique livre sur justement le génie et la folie. Parce que, quoi qu'on en dise, tous les grands inventeurs, que ce soit Newton, que ce soit Einstein, etc., c'est des gens qui étaient hors normes, de toute façon. Exact. Donc voilà. Après, c'est toujours la même chose. Vous parlez de la souffrance, oui. Est-ce que c'est des gens qui souffraient ? Est-ce que ceux qui nous écoutent souffrent de se sentir trop différents ? Est-ce qu'on souffre parce qu'on a un partenaire qui est, par exemple, d'une jalousie maladive, et là, on est en effet dans quelque chose qui n'est pas normal. C'est tout ça dont on va essayer de décoder. C'est ça, et puis moi ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que les auditeurs puissent, grâce à nous, trouver des petits repères justement pour interroger ces normes. Là, je donne l'exemple de Laurie Lofer, parce qu'elle définit quelque part à travers ses conduites de ces femmes ce qui allait être ou non acceptable. L'acceptable, vous voyez, et vous en savez quelque chose, puisque vous avez été vous-même très révolté par rapport à toutes ces assignations, et je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'extrêmement politique dans la démarche qui est la vôtre d'émancipation, mais que les auditeurs d'aujourd'hui puissent trouver quelque chose qui les renseigne un petit peu sur ce qui est acceptable, inacceptable, supportable ou non, ce qui nécessite d'être pris en charge ou pas. Enfin, on est toujours le fou de quelqu'un. De toute façon, c'est ce qu'il faut aussi accepter à un moment donné. Bien sûr. Soyons nous-mêmes et acceptons nos petits traits de caractère. C'est ce qu'on va essayer de faire durant ces 2 heures. On va se retrouver justement dans un instant avec Pierre, qui lui a envie de parler de sa compagne, et qui se pose des questions justement sur sa normalité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Samuel Doc, docteur en psychopathologie et auteur de nombreux ouvrages. Et d'ailleurs, le dernier, Santé mentale, comment faire face, c'est aux éditions de La Martinière, un petit livre par la taille, mais grand par le talent.
évidemment, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Alors c'est Pierre qui commence avec nous et merci Pierre parce que c'est bien que vous appeliez pour parler de votre compagne parce que je crois que c'est des questions qu'on peut se poser parfois quand on est avec quelqu'un, de voir jusqu'où c'est supportable. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Écoutez, on va dire mon ex-compagne parce que depuis hier soir c'est terminé, donc c'est parti en live. Ce qui se passait, c'est que donc elle m'a fait consulter 3 psys et à chaque fois les psys au bout de 2 ou 3 séances maxi m'ont dit mais monsieur le problème ne vient pas de vous, le problème vient d'elle. Remarquez, ça a dû vous faire du bien, c'est rassurant ça, d'entendre ça. Alors, ça me rassure, mais ça me rassure pas, parce que ça me fait très mal, parce que je l'aimais très fort. Et donc, ses proches m'ont dit, mais arrête, laisse tomber. Donc, plus que des proches, je vais pas te dire qui, parce que si jamais elle écoute, je voudrais pas qu'elle s'en prenne à eux. Mais ils m'ont dit carrément laisse tomber parce que tu te fais mal. Elle te fait ce qu'elle nous a fait subir il y a très longtemps. Et ils m'ont carrément dit mais elle est carrément perverse, narcissique. Et hier soir, quand elle a vu que c'était terminé, que je lui ai tenu tête, elle a carrément envoyé une vidéo à ses proches en disant voilà j'ai essayé de la tuer, quelque chose de fou. Oh là là. En fait, elle m'avait envoyé la vidéo, elle l'a supprimée tout de suite. Et ses proches m'ont appelé ce matin quand ils ont vu la vidéo en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai dit écoute, tu sais. Et donc ils m'ont renvoyé mais ça, c'est déjà Pierre, je le dis pour vous, mais ça je crois que vous l'avez compris, mais je le dis pour ceux qui écoutent. Ça c'est en effet un trait très pervers. On va accuser l'autre pour se venger, pour avoir le beau rôle aussi en quelque sorte. Hein. Voilà. Oui. Mais ce que j'aimerais, c'est savoir s'il y a moyen, s'il y a un traitement pour ça, parce que je voudrais la sauver malgré tout. Je veux dire, c'est ça, c'est le problème, c'est que je veux. Malgré ça, je l'aime toujours, et puis je voudrais pouvoir la sauver, et ses proches voudraient pouvoir la sauver. Je voudrais savoir comment faire. Pierre, d'abord, il faut nous aider un tout petit peu à comprendre 2 choses. La première, c'est pourquoi est-ce qu'elle vous demandait de consulter? En général, c'était quoi le motif? Question 1. Et question 2, est-ce que vous avez remarqué une instabilité d'humeur chez elle? Est-ce que vous pouvez répondre à ces 2 questions, s'il vous plaît? Alors, elle me disait de consulter parce que j'étais pas ancré comme elle dit. Voilà. Pas encore ancré. Ancré. Donc, selon elle, je faisais n'importe quoi. Donc, je ne l'écoutais pas, j'étais pas à son écoute. Et après, les sautes d'humeur, mais c'est des sautes d'humeur pour des choses, mais n'importe quoi. Dérisoires parfois, n'est-ce pas? Dérisoires parfois. Dérisoires, mais plus que dérisoire, c'est que c'est des sautes d'humeur, mais je me suis dit, mais si elle trouve un couteau, elle va me tuer. Voilà. Dans sa famille, parce que j'ai du flair pour ces choses-là. Dans sa famille, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des troubles psychiques, Pierre? Pas à ma connaissance. Non. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle soit perverse narcissique. Non. Parce que ça, c'est pas l'attitude d'une perverse narcissique de vous obliger à aller consulter, etc. Donc déjà, ça c'est une piste qui, à mon avis, il faut retirer. Bipolaire, c'est possible. Absolument, c'est à ça que je pensais, parce que le fait de s'énerver pour des motifs dérisoires, ça fait vraiment ce qu'on appelle hypomane. On avait fait une émission que vous devriez écouter, Pierre, avec Brigitte sur ce sujet il y a quelques semaines. Ça peut durer pendant des années. Et quand vous étiez ensemble depuis combien de temps? Vous êtes ensemble? Alors, si vous voulez, je la connais depuis que j'ai 16 ans. Elle m'avait plaqué à 18 ans quand j'étais parti à l'armée. On s'était remis ensemble, et puis il y a eu une crise, elle m'a refoutu dehors. J'étais trop proche d'elle, donc je l'ai étouffée. Alors que je la protégeais parce qu'elle était en traitement de cancer. Donc quand vous êtes avec quelqu'un qui a un traitement pour un cancer, oui, vous êtes... Et les pervers narcissiques n'ont jamais de cancer. Hein, ça, non, mais vous rigolez, Samuel Doc. Non, mais je ris parce que c'est juste. Je ris parce que c'est juste et qu'il n'y a que vous, Brigitte, pour dire les choses comme ça, cash. Et ça, j'adore. Mais par contre, Pierre, ce qui me marque, c'est que finalement, vous vous êtes un peu mis en position de thérapeute pour elle, non? Totalement. J'ai essayé de la sauver. Ça va arrêter, là. Et puis, il faut commencer à vous sauver, Pierre. Hein. À vous sauver, vous.
Non, sincèrement, Pierre, vous êtes totalement drogué là. Il faut vous faire sevrer. Parce que là, vous voyez, c'est vrai que quelque part, vous avez besoin de que quelqu'un vous aide peut-être à vous éloigner de cette femme qui vous détruit à petit feu. Oui, d'un côté oui, et puis de l'autre côté, je veux dire, j'ai toujours aimé. Voilà, c'est ça aussi. Est-ce qu'elle a consulté, elle? Alors, elle a consulté un psychothérapeute, et puis d'après elle, tout va bien, mais quand même ses proches qui lui disent, écoute, va consulter, non. Mais elle a consulté combien de fois, combien de séances? Alors, 7 ans apparemment. Pendant 7 ans? De ce qu'elle dit. Oui, de ce qu'elle dit, bien sûr. Vous doutez de sa parole aussi. J'entends qu'il y a un doute. Là, je commence à douter parce que j'ai appris des choses ce matin sur... voilà. Alors, je ne suis pas la seule victime. Je veux dire, elle s'en prend à tous ses proches. Voilà. Et le souci, c'est que ses proches ont peur d'elle. Ont peur de lui dire. Voilà. Ont peur de ses réactions. Ça, vous savez, ce que vous venez de dire là, ça renforce l'hypothèse de Brigitte d'un trouble bipolaire, parce que souvent les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire font très très peur dans les crises qu'elles font, et c'est pour ça qu'on n'ose rien leur dire. Donc vous voyez, je pense que là aussi Brigitte a eu du flair. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors maintenant vous dites que depuis hier c'est fini, donc la question ça va être de est-ce que elle va retomber un petit peu dans ses émotions et est-ce qu'elle va revenir vers vous? Si elle revient vers vous, par contre, il faudra dire qu'elle a besoin d'aide. Et là-dessus vous n'y couperez pas. On est resté plus d'1 an séparés à cause d'une crise comme ça, quoi. C'est ça. Et là, donc, quand elle dit fini, je pense que c'est fini. Mais moi, j'ai envie de dire tant mieux, Pierre. Même si vous allez, bien sûr, j'entends votre souffrance, on l'entend dans votre voix. Mais qu'est-ce que vous pouvez espérer, sincèrement? Qu'est-ce que vous pouvez espérer d'une? Oui, non. Ça vous appartient pas, malheureusement, Pierre. Oui, malheureusement, oui. Et puis ensuite, si elle se fait pas soigner, elle peut pas aller mieux. Donc moi je crois qu'il faut qu'à un moment donné vous compreniez que ce qui est important, c'est que vous arriviez tout doucement à vous détacher d'elle pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être heureux, parce que vous n'êtes pas heureux avec elle, sincèrement. Ah oui, puis vous avez l'air d'avoir un grand cœur. Je suis sûr que vous pourriez rendre une femme très heureuse et qu'une femme pourrait vous rendre très heureux en retour. Vous savez, l'amour ne fait pas mal, hein. L'amour, ça fait pas mal. L'amour, ça nous rend pas fous. L'amour, ça nous porte. Et là, j'ai l'impression que ça vous détruit plus qu'autre chose. Oui, malheureusement, mais c'est dur. Quand Brigitte vous dit de vous sevrer, vous l'entendez? Ce qu'elle vous dit, Brigitte? J'ai compris de quoi je vais me sevrer d'elle, malheureux que c'est elle. Oui, voilà. Mais c'est difficile quand on a une tendance à être sauveur, et ce qui est visiblement votre cas. C'est très difficile parce qu'il faut accepter il faut renoncer au fait qu'on n'a pas réussi à la sauver. Et donc c'est un échec qu'il faut accepter, mais c'est aussi ça la vie. La vie c'est fait d'échecs. Il faut pas croire toujours qu'on va tout réussir, et il faut pas vous accrocher à quelque chose qui n'est pas possible. Et d'ailleurs ses proches visiblement vous l'ont dit. Ils me disent directement laisse tomber, tu vas te faire mal et puis tu n'y arriveras pas. Voyez, donc tout le monde vous le dit. Donc est-ce que vous seriez le seul, et à ce moment-là vous n'êtes pas normal, est-ce que vous seriez le seul à croire que vous pouvez faire quelque chose que tout le monde vous dit qui est impossible? Alors, je voulais donc la personne proche d'elle qui m'a appelé ce matin m'a demandé comment faire, mais j'ai dit je pense que ce qu'il faudrait c'est pouvoir la faire suivre et l'obliger à être suivie. Mais je ne sais pas comment on peut faire, si on peut obliger quelqu'un à être non, pas si elle se met pas. Non, pas si elle se met pas en danger ou si elle met pas en danger les autres, vous pourrez pas. Si, elle se met en danger justement. De quelle manière? Avec ses façons de réagir. Oui, mais est-ce que vous êtes marié? Quel est votre... Non. Donc les seules personnes qui pourraient éventuellement la faire interner un moment, ce seraient ses parents ou ses frères et sœurs, quelqu'un qui ait un lien familial. Les enfants, les frères et sœurs, oui, mais il faudrait qu'il y ait une union familiale qui prenne cette décision-là, mais ça se fait pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que si vous vous rendez compte, si n'importe qui pouvait faire enfermer n'importe qui, ça serait quand même inquiétant. Mais le problème, c'est qu'elle devient dangereuse pour elle-même. Parce que elle s'énerve comme ça contre tous ses proches. Elle a déjà fait des tentatives de suicide? Une, oui. Il y a combien de temps?
je pense qu'il y a une quinzaine d'années. Ah oui, donc, ouais, non. Là, malheureusement, non, vous pourrez pas agir de ce côté-là. Là, c'est vous qu'il convient de protéger et de chercher des relais. Des relais pour vous aider. La tentative de suicide, donc j'étais pas avec elle à l'époque, hein, mais elle s'était déjà mis la corde au cou, et c'est en pensant à son fils qu'elle a enlevé la corde, qu'elle est redescendue du tabouret. Oui, mais c'est à peine une tentative là. Hein. C'est un peu une mise en scène. Alors après, je suis d'accord, il faut pas trop plaisanter avec tout ça parce que parfois ça va jusqu'au bout. Mais dans ce que vous racontez, c'est pas une tentative de suicide où il a fallu l'hospitaliser, où elle se serait ratée. Hein. C'est une mise en scène. Hein. Absolument, et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu cette hospi à ce moment-là, parce qu'elle y aurait peut-être trouvé une contenance qui aurait été tout à fait thérapeutique, si je suis le raisonnement de Brigitte. Non, là, il faut vous mettre mettez-vous à l'abri, Pierre, mettez-vous à l'abri. C'est tout ce qu'on peut vous dire, Pierre. Vous êtes d'accord, Brigitte? Merci pour cette émission. Merci à vous. Non, merci à vous, merci à votre témoignage, parce que là, en effet, votre compagne est pas tout à fait normale, osons le dire. Oui, absolument. On fait une petite pause, on va se retrouver avec le Love Conseil. Je vais vous parler du massage, ça fait du bien au corps, et parfois le corps fait du bien à l'esprit. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, je sais, hein, vous êtes d'accord avec moi, le corps, l'esprit, ça communique sans arrêt, et les massages, c'est important parce que c'est en quelque sorte une caresse gratuite qui fait du bien au corps et qui développe le sens du toucher chez le partenaire qui va masser, mais aussi sur celui qui se fait masser, puisque ça repermet de se rendre compte que chaque partie du corps est sensible à la caresse, parce qu'on a tendance à penser toujours, quand on parle de sexualité, qu'il faut aller directement à un endroit que je ne nommerai pas. Non, le massage, c'est quelque chose qui n'a pas forcément quelque chose de sexuel. Celui qui est massé va développer ses sensations corporelles, et celui qui masse va développer ses sensations au bout des doigts. Donc c'est vraiment important de comprendre que le massage, c'est en sorte une caresse gratuite. Alors voilà quelques conseils pratiques, hein. Il faut masser en continu, le trajet doit être sinueux, en tâchant le plus possible de toujours garder un contact sur la peau. Il faut respecter la symétrie, hein. On ne masse pas que d'un seul côté, par exemple, on ne masse pas un seul pied, par exemple. Ah, je ne savais pas. C'est pas parce que si on fait un peu de shiatsu ou de médecine chinoise, on sait qu'il faut que les circuits fonctionnent des deux côtés. On masse plutôt dans le sens du cœur, c'est-à-dire vers le cœur, quel que soit l'endroit où on masse. C'est-à-dire que par exemple, on va aller des orteils à la cuisse ou de la main vers l'épaule. Et puis, il faut toujours avoir les mains chaudes dès le départ. Le contact d'une main froide, ça crée une petite crispation qui n'est pas bonne. Et puis on utilise de préférence une huile, du talc, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose pour que justement ça glisse mieux sur la peau. Voilà. Ah mais alors ça c'est précieux, parce que je savais pas du tout qu'il fallait respecter cette symétrie, qu'il fallait éviter les mains froides. Mais je valide complètement ce Love Conseil, puisque regardez, quand un tout petit vient au monde, qu'est-ce qu'on fait ? On le masse, on le caresse, on le cajole, on l'investit dans son identité corporelle. En fait, un massage, ça nous permet de retrouver aussi ses premiers émois, cette érogénéisation du corps. Je suis complètement d'accord. Mais là, je vais retenir ce que vous avez dit, Brigitte. Eh ben, j'espère que tout le monde ce week-end va retenir ce que j'ai dit. On a fait des bourdes. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Bruno. Alors vous êtes monsieur normal, c'est ça? Oui, je suis désespérément normal, et en fait je m'aperçois que pratiquement toute ma vie je me suis efforcé à contrôler. Alors à contrôler, de temps en temps j'explose aussi, mais à contrôler des choses. C'est intéressant parce que vous faites le lien entre être normal et contrôlant. Oui. Alors, par exemple, je faisais attention comme moi je m'habillais. Quand j'étais à l'école primaire, ou encore plus au collège, où les autres sont très à l'affût du moindre problème, j'avais des codes permettant de passer entre monsieur neutre, monsieur normal, celui qui était dans le move et qui dépassait pas d'un cran. Pour vous protéger Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, pour protéger. J'avais vite compris. Enfin, moi, j'ai un problème de défense, on va dire,
On voit ça dans toutes les cours d'école et partout. Vous avez les enfants qui foutent des mandales à tout le monde et puis des autres qui s'en prennent de temps en temps et puis qui se grattent la tête mais qui réagissent pas, puis d'autres qui rendent. Moi, j'avais tendance à pas savoir bien me défendre, donc j'étais dans l'évitement des problèmes et donc. Mais c'est pas stupide ça d'être dans l'évitement quand parce que finalement ceux qui ont le plus de stress c'est les vrais dominants qui veulent montrer qu'ils sont les plus forts et puis les pauvres qui sont un peu les boucs émissaires et qui eux sont super stressés tandis que vous passez entre les gouttes si je puis dire. Exactement. Alors, après, il faut écouter un peu Sénèque, qui dit que la vie, c'est pas de passer entre les gouttes, mais c'est de danser sous la pluie, quoi. C'est ça qui est important. Oui, ou Shakespeare qui disait soit le monde ressemble à la rose, mais soit le serpent qu'elle dissimule. Il faut savoir aussi parfois attendre son heure. Exactement. Et donc oui, j'ai attendu mon heure. Et c'est vrai qu'avec maintenant le recul, à la fois j'ai accepté tous les codes, mais à la fois j'ai mes singularités. Donc j'ai osé devenir qui j'étais. Et on va dire que je suis très bien intégré socialement. J'ai un métier qui me plaît beaucoup. J'ai une vie familiale formidable. Mais j'ai une singularité. Et c'est vrai que par exemple, j'ai choisi des entreprises dans lesquelles je pouvais être moi-même. Et être moi-même, par exemple, c'est pouvoir faire. Alors j'ai des responsabilités et que j'engage souvent l'entreprise dans mes choix et dans ce qu'on doit faire, de quand même pouvoir être assez joueur et assez déconneur. Donc les réunions avec moi, c'est souvent l'occasion de pouvoir dire des bêtises et de pouvoir en rire. Enfin, je pense que une journée sans rire, j'aurais perdu. Donc je me suis trouvé ou je me suis fabriqué un environnement professionnel dans lequel c'était autorisé et ça n'a pas. C'est ça votre petit grain de folie. Exactement. Oui, donc par exemple de pouvoir chanter dans les couloirs sans passer pour un fou, justement. Oui, après vous savez, et on l'a déjà dit dans l'émission, Freud qui disait que l'humour est le mécanisme le plus sophistiqué de la psyché humaine. Il faut rire, il faut de l'humour. Et c'est un très bon mécanisme de défense, l'humour. Aussi. Donc franchement, non, je crois que vous êtes normal, oui, semble-t-il, mais dans le bon sens du terme. Vous n'êtes pas parce que ce que vous aviez l'air de dire au début de votre témoignage, c'est que vous étiez finalement inhibé, vous voyez. Voilà, c'est ça, obsessionnel. Obsessionnel. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on peut faire des réunions ou des formations d'ailleurs de management où on évoque un peu les caractéristiques, les émotions, etc. avec d'autres collègues, tout le monde est très étonné de penser que j'ai pu être très timide. Parce que pour tout le monde qui me côtoie dans l'entreprise, je suis l'inverse d'un timide, puisque je donne l'apparence d'être très à l'aise, de bien maîtriser mes sujets, d'être une relationnelle assez fort et assez enjoué. Donc tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Mais Bruno, qu'est-ce qui fait que vous étiez aussi timide alors que finalement vous n'êtes pas un vrai timide, parce que la timidité en règle générale on se la traîne toute sa vie. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi? C'était parce que vos parents vous avez un petit peu inhibé justement? Qu'est-ce qui... Je pense pas que ce soit eux. Je pense que c'est le monde en général qui m'inhibait un peu et je dirais que j'avais un tel cocon protecteur formidable dans le lien familial qu'en dehors de la maison, ok, j'avais cette appréhension. Donc j'avais jamais de problème à poser des questions à mes parents et avoir un dialogue avec eux, etc. Par contre, dans la rue, demander mon chemin à quelqu'un, c'était une souffrance. Et peut-être aussi que c'est le fait d'avoir été rudoyé, comme vous dites, à l'école, avec des petites frappes comme ça, idiotes. Par contre, petite piste, même si j'entends ce que dit Brigitte et je la rejoins sur le fait qu'effectivement vous avez fait beaucoup de chemin, autorisez-vous à lâcher un peu ce contrôle, c'est-à-dire à analyser, à observer les choses sur lesquelles vous avez le sentiment de déployer de l'énergie, parfois peut-être pour rien, et dites-vous, tiens, je vais m'autoriser à lâcher ça pour voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous allez accroître ce qu'on appelle le seuil d'imprédictibilité, c'est-à-dire la capacité d'une personne à faire face à la nouveauté. Faites des nouvelles choses, faites des nouvelles expériences, testez des choses, amusez-vous, puisque vous aimez l'amusement. Amusez-vous de cette vie qui est si précieuse. Ça fait écho ce que je vous dis ? Oui, ça me parle beaucoup, mais je pense que c'est une phase en fait, parce que j'ai réduit en 20 secondes 50 ans d'une vie, d'une évolution, et c'est vrai que j'étais très routinier dans mes habitudes en tant que jeune homme et en jeune adulte. Aujourd'hui, à la fois j'aime bien ma routine, mais comme par hasard, je me suis marié avec une femme qui, elle, aime beaucoup le changement. Ah donc, vous voyez, on se complète. Et par rapport à notre auditeur qui est passé juste avant, Franck
Je souhaite beaucoup de courage. Je suis passé par là dans une autre vie précédente, exactement à peu près la même chose. Et en effet, l'amour, comme vous l'avez dit, Samuel, ça rend meilleur, ça fait bien, et ça ne fait pas souffrir. Ah, et donc, je suis ravi pour vous. Au quotidien. Ça fait plaisir. Et donc, à la fois, j'ai un trait de caractère que je compense ou que ma femme compense par une façon d'être différente, ce qui fait que d'ailleurs, quand... ça fait une belle complémentarité entre vous, c'est-à-dire qu'elle vous pousse un peu à sortir de votre quotidien, et puis vous la remettez quand même dans quelque chose d'un peu plus quotidien, parce que sinon, elle pourrait partir un peu en vrille, donc c'est très bien. Exactement, mais en plus, là où c'est bien, où c'est positif par rapport justement à la vie d'avant que j'ai connue, c'est que j'espère pas qu'elle va me guérir de ça ou que je vais la guérir elle de son envie de changement un peu plus régulier que le mien. Mais par contre, on se compense. Et c'est vrai que par exemple, en termes de conscience des choses, quand parfois ça m'agace un peu plus que je ne voudrais, je me dis mais c'est pour ça que tu l'as choisi aussi. Est-ce que c'est si important ou pas? Ah bah voilà. Ah bah vous avez tout compris. Pas de côté. Oui. Ça c'est la base. Hein. Vous savez que ça c'est la base, c'est-à-dire être capable à un moment de se donner, de se dire, eh bah oui, la personne face à moi, c'est pas une super héroïne, c'est pas une ogresse, c'est une humaine. Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas, et je la prends dans sa globalité, je l'aime dans sa globalité. Bravo Bruno. Je pense que franchement vous redonnez de l'espoir là. Surtout, c'est ce que dit aussi souvent Brigitte depuis des années et que j'entendais depuis des années parce que je suis un vieux maintenant auditeur et fan et que j'écoute depuis souvent. Et en fait, il y a la différence entre écouter et comprendre. Pendant longtemps, je vous ai écouté, puis un jour, j'ai fini par comprendre. Mais sur le coup de pas sauver les autres, de pas vouloir, etc., un jour, ça a changé en bien. Et je dois aussi un peu à cette émission parce qu'elle avait préparé le terrain, je pense. Mais j'avais du mal à comprendre. Donc j'étais un peu comme dans la situation de Pierre précédemment, qui n'entendait pas tout ce qu'on pouvait lui dire, mais c'est normal quand on est dans une crise comme ça, c'est pas facile. Mais ce que je peux lui souhaiter, s'il réécoute l'émission, j'espère qu'il le fera déjà pour s'écouter lui-même. Et après, je peux lui dire que après l'orage, des fois il y a le beau temps. Et j'en suis la preuve parce que j'ai vécu très proche de ce qu'il vit aujourd'hui. Et Bruno, je me permets d'ailleurs de m'appuyer sur votre très très beau et très émouvant témoignage pour dire à nos auditeurs que vous voyez, ça c'est un bon indice d'une vie psychique qui va bien. Quand on est heureux en couple, que ça se passe globalement bien, c'est déjà le signe d'une certaine, entre guillemets, normalité. Vous voyez, quand Freud dit que la santé mentale, c'est être apte au travail et à l'amour, bah voilà, vous êtes apte à l'amour, vous allez bien. Oui, et puis ce qu'il faut comprendre finalement, Bruno, puisque vous avez fait comme Pierre, à un moment donné, vous avez voulu être sauveur, vous avez choisi une partenaire qui était pas sauvable. Hein. On est attiré par quelqu'un qui va correspondre à quelque chose dont on a besoin pour se sentir vibrer. Et ça, parfois, il faut comprendre que, on doit trouver en nous cette capacité à vibrer et pas forcément en l'autre. Et là, je pense que votre partenaire actuel, c'est parfait parce qu'elle vous pousse un petit peu dans vos retranchements et puis vous la freinez un peu dans ses excès. Donc c'est gagnant-gagnant, comme on dit. Exactement. Bon, merci. Ça fait plaisir. Ça fait 2 témoignages très différents, mais qui se complètent bien. Et j'espère qu'on va continuer, bien sûr, avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Venez vous aussi nous raconter vos choix amoureux, par exemple. Voilà. Et quand ça va, et quand ça va pas, les Exactement. deux. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et on essaye de comprendre à partir de quel moment il faut s'inquiéter de notre non-normalité, si je puis dire. Et on va écouter Nathalie maintenant. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte Lahaie et bonjour Samuel Doc. Bonjour. Donc, bonjour. Oui, donc moi j'étais contente d'intervenir, donc merci de m'avoir prise à l'antenne en tous les cas pour ce motif que je trouve plutôt intéressant, effectivement. Où est la normalité? Moi je l'associe, j'aurais tendance plutôt à l'associer à quand l'équilibre est bon, quand on ressent, on est en phase, comme on dit. Moi c'est un petit peu comme ça que j'interprète les choses. Pour moi la normalité elle est un petit peu là, ça veut dire qu'on est équilibré
équilibré, on se sent équilibré, on a trouvé notre équilibre qui n'est sûrement pas le même pour tout le monde d'ailleurs. Oui, ouais, ça c'est fondamental ce que vous dites, bien sûr. Mais bien sûr, c'est subjectif. C'est très juste. C'est d'une immense justesse. Oui. Cette notion d'équilibre me semble en effet, on n'en a pas parlé encore, mais bravo Nathalie, vous apportez un élément qui est assez limpide pour tout le monde aussi. Est-ce qu'on se sent équilibré, quoi? Tout à fait. Parce qu'on mais on peut avoir des comportements excessifs par certains côtés, mais si on est équilibré, tout va bien. C'est comme ça que je trouve mon baromètre, comme j'ai envie de dire. Et dès que je me sens déséquilibrée, sur certaines choses, moi j'ai toujours eu un petit peu cette méthode. J'hésite pas à contacter un psychologue pour essayer de comprendre ce qui se passe en moi, et puis qui permettrait de réajuster tout ça pour retrouver enfin l'équilibre. Mais ça fait plaisir à entendre. Franchement, Nathalie, quand on fait mon métier, je vais vous dire, c'est très touchant d'entendre que des gens ont ce réflexe de trouver parfois l'écoute dont ils ont besoin. Quand on traverse quelque chose de difficile, c'est normal qu'on soit un peu déséquilibré parce que on est des êtres humains, on souffre, on est déstabilisé, et c'est bien d'aller chercher de l'aide si vous sentez que vous avez du mal à retrouver toute seule rapidement votre équilibre, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi j'avais même quelque chose à ajouter. Donc ce que je fais alors indépendamment, parce qu'effectivement faut trouver de bons sujets au bon moment, donc ce serait un petit peu plus compliqué, mais d'écouter les podcasts de votre émission déjà, donc ça je trouve que c'est très très bien. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir une consultation avec vous, monsieur Samuel Doc, et c'est vrai que j'avoue que ça a été pour moi énorme, quoi. Voilà. Je suis tout ému, et je pense que Brigitte aussi. Je suis ravie parce que je crois que Samuel Doc, alors moi je ne sais pas parce que je n'ai jamais consulté Samuel évidemment parce que mais c'est un ami, mais je pense que vous êtes capable d'écouter vraiment la souffrance de l'autre et de guider avec bienveillance. Donc c'est bien de témoigner, Nathalie, parce que ça peut aider certaines personnes qui n'osent pas. J'avais envie même d'ajouter un psychologue n'est pas forcément celui au bon moment. Enfin, faut pas hésiter, je pense, à changer. Et il y a des périodes de sa vie où c'est peut-être mieux de consulter plutôt ce psychologue que l'autre qu'un autre. Et je pense qu'il faut pas hésiter à changer. Absolument, c'est ce que disait Brigitte lorsqu'on avait fait l'émission sur la santé mentale, c'est que parfois il ne faut pas hésiter à chercher son chemin, on ouvre une porte, on la ferme, on en ouvre une autre, mais là où j'insiste vraiment par rapport à votre témoignage, Nathalie, et effectivement il me semble reconnaître votre voix, c'est sur cette notion d'équilibre. Être équilibré, ça veut dire être capable de fixer des limites aux autres, parfois d'être capable de dire non pour préserver son propre moi. C'est trouver son équilibre au travail, c'est-à-dire être dans une pratique créative qui nous porte, qui nous permet certes d'assurer notre propre subsistance, mais qui ne nous met pas à mal. Être dans des liens authentiques aux autres, où l'on ne se compromet pas, et surtout d'être en phase avec son désir. Et si vous êtes la personne à laquelle je pense, je crois que vous vous êtes relevé de sacrées blessures. C'est ça, c'est un petit peu ça, de certaines vagues, oui, certains tourments. Ouais, voilà. Bravo, franchement, c'est très émouvant, très émouvant. Tout à fait. En tous les cas, merci à vous deux pour ce que vous faites, et c'est vraiment très très important d'avoir des gens comme vous sur notre chemin, quoi. Voilà. Écoutez, Nathalie, c'est bien parce que ce terme d'équilibre, je crois que ça parle à tout le monde quand on se sent un peu, on sent qu'on vacille, quand on sent qu'on est en train de perdre pied. Enfin, il y a plein d'expressions qui traduisent bien ce déséquilibre. Et même dans la religion, credo. Avoir un credo, c'est je te donne mon cœur. C'est s'adosser à l'autre. Et parfois, on a besoin de s'adosser aux autres. Et un des signes d'équilibre, pour reprendre votre beau terme, c'est la capacité à vivre avec les autres. Donc, et puis j'ai juste envie d'ajouter, je ne sais pas si vous avez, Nathalie, vos quelques béquilles, mais je crois qu'en tant qu'être humain, on a tous nos béquilles. Moi, je sais que par exemple, mes chiens font partie de mon équilibre. Et alors, vous voyez, je crois que c'est important aussi de reconnaître qu'on a besoin aussi d'avoir des béquilles qui nous permettent d'avoir un équilibre. Alors, faut mettre des nuances. Faut mettre des nuances parce que je vais vous dire, j'ai eu la chance de rencontrer les
les chiennes de Brigitte et c'est pas possible de ne pas en être gaga au premier regard. Elles sont trop mignonnes. Non, mais je crois que je parle des chiens, mais il y a des personnes pour qui ça va être la peinture, il y a des personnes pour qui ça va être leur compagne ou leur compagnon. D'ailleurs, on voit bien parfois quand il y a un deuil, quand on perd son compagnon avec qui on a vécu tellement d'années, on est totalement déséquilibré. Effondré, oui, c'est le terme exact. Donc mais donc c'est pas grave d'avoir besoin de béquilles. Moi je dis béquilles, mais c'est un mot négatif. J'aurais de tuteur, on va dire. Il me choque pas. Moi je pense qu'il faut pas. Je pense de mon point de vue, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça parce que des fois on a, ça dépend de certaines personnes. Des fois des personnes ont des parents et ils pensent que fatalement ça doit être leur béquille, alors que ça n'est pas forcément toujours faisable et c'est pas toujours forcément le cas. Les parents, à un moment donné, il faut s'en détacher, hein, si toute ta vie, parce que de toute façon, on va les perdre en plus. Donc, c'est mieux de savoir qu'il faut s'en détacher assez vite pour justement ne pas être effondré quand on les perd. Oui, je n'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement. Oui. Eh ben merci beaucoup, merci Nathalie. Merci beaucoup à vous en tous les cas. Non, c'est un merci de tout cœur. Bon, je crois qu'on avance. Hein. Oh là là, quelle émission. On avance. Est-ce que nous avons Muriel qui est avec nous? Je ne sais pas, on va voir. Non, Muriel n'est pas encore. Oui, si. Muriel est là. Oui. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel Doc. Bonjour Muriel. Merci d'être avec nous, Muriel. Vous avez l'air très joyeuse. Oui, je le suis, avec cette belle journée de repos, donc c'est formidable. Eh ben, profitez-en bien et merci de prendre un peu de votre temps de repos pour participer à cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, vous ? Alors déjà, très touchée par le témoignage de Pierre. Je lui souhaite beaucoup de courage et voilà, je pense fort à lui. Voilà. Moi j'appelle pour dire qu'en fait, je suis très rigoureuse au niveau. Je sais pas si je suis. J'essaye d'être équilibrée et je le travaille aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je me dis, écoute, t'avances un âge et que finalement il faut que tu te concentres sur toi pour envoyer quelque chose aux autres aussi. Ne pas chercher le côté négatif de mon compagnon, parce qu'on nourrit du négatif aussi. Oui. Donc déjà, moi aussi j'ai des défauts. Et oui, je suis têtue, je suis rigoureuse aussi, et je ne supporte pas le laisser aller. Oui. Voilà. Donc du coup, je veux tout régenter entre guillemets. Voilà. Et voilà. Et du coup, ça parle aujourd'hui de ma situation. Un peu obsessionnel en quelque sorte, là. Si on veut mettre un mot savant sur votre trait de caractère. Ça fait... je m'en détache quand même, je prends du recul maintenant. Alors que je l'étais davantage, je voulais tout régenter, je voulais... Non, aujourd'hui, je laisse parce que des situations ont fait que, il a fallu que je laisse la main aussi, et que les enfants grandissant aussi, on pense donner des valeurs, et du coup, eux, ils évoluent autrement, donc on met un peu de l'eau dans son vin. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a appris à me détacher et pas mettre de la valeur sur des choses qui n'en valent pas la peine, quoi. Voilà. Absolument. Et déjà, j'entends que vous réfléchissez beaucoup, justement, et que vous essayez de vous dire, tiens, mais où est-ce que j'en suis? Où en sont les autres autour de moi? Donc il y a ce travail d'élaboration que vous faites, n'est-ce pas, Muriel? Vous pensez, et vous le faites, et je vais vous dire ce qui est agréable dans votre témoignage, c'est que vous avez un point de vue critique sur vous-même, parce que c'est vrai que ce soit dans l'émission ou en consultation, parfois les personnes peuvent s'idéaliser beaucoup. Vous, j'entends que vous prenez garde aux idéaux, et ça c'est bien. Oui, parce que ça me détruit, parce que là je vois au travail en ce moment, ça correspond plus à mes valeurs. Voilà. Je suis soignante et je vois que le soin n'est plus aujourd'hui ce qu'il était il y a quelques années, et du coup ça me détruit parce que je vois que je ne peux rien faire, ça se décide bien plus haut, et malheureusement je pense que je vais laisser cette profession qui aujourd'hui me convient plus. Voilà. Oui, c'est ce que soit on arrive à se détacher de justement de ce qui ne nous convient plus, soit si on ne peut pas s'en détacher, il faut à ce moment-là se détacher du métier qu'on a choisi, qu'on a aimé, et qui malheureusement nous déséquilibre finalement. On en revient à ce terme. Complètement.
Complètement, c'est plus les valeurs, c'est voilà. Donc du coup c'est aussi un travail quotidien de manière à renvoyer quand même un côté solaire parce que les patients aujourd'hui ils n'ont pas à subir tout ça, les pauvres. Oui. Voilà. Soignante, vous êtes infirmière, aide-soignante ? Aide-soignante. Ah, c'est un très très beau métier. Et il faut effectivement sacrément aimer les gens, n'est-ce pas ? Oui. Ah oui, parce qu'on reçoit pas mal de choses de leur intimité, de leur histoire de vie, et du coup, ce sont des moments mémorables, dans la souffrance, dans des circonstances, voilà. Oui. Écoutez, Muriel, on va laisser la place aux infos, c'est normal, il est bientôt 15h, mais je vous propose qu'on vous retrouve dans un instant, parce que c'est important aussi ce questionnement qu'on peut se poser à un moment donné, de changer de direction, parce que c'est pas rien, ça peut aussi déstabiliser. Comment on fait ? On va en parler avec Samuel Doc, et donc restez avec nous, Muriel, on sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet tellement important et en même temps très actuel dans une époque où on est amené à s'adapter sans cesse. On fait une petite pause, mais d'abord je voudrais que vous cherchiez la réponse à cette devinette que j'aime beaucoup. Quelle est la différence entre beauté extérieure et intérieure chez une femme ? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Puis si vous la trouvez pas, c'est pas grave, je vous la donnerai, vous le savez très bien. On fait une petite pause, à tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et nous parlons de la normalité, ce qui n'est pas la même chose que la norme, même si les deux mots peuvent se confondre. La norme, c'est le plus grand nombre. On va parler de la norme dans ce sens-là. La normalité, c'est être entre guillemets normal. Mais comme on l'a dit au début à 14h, on est toujours le fou de quelqu'un. Absolument. Évidemment. Alors Muriel, on va vous redonner la parole dans un instant, mais je veux d'abord la réponse de ma devinette. Quelle est la différence, Samuel Doc, entre beauté intérieure et beauté extérieure chez une femme ? Malheureusement, je sèche. Bah oui, parce qu'on n'a jamais vu un homme se retourner dans la rue sur une femme avec une beauté intérieure. Il n'y a que la beauté extérieure qui fait que vous vous retournez sur les femmes. Pourtant, c'est important la beauté intérieure, n'est-ce pas, Muriel ? Alors Muriel, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Vous êtes un petit peu, vous en avez un petit peu marre de la manière dont on travaille à l'hôpital. Je crois que beaucoup de personnes qui nous écoutent compatissent parce que c'est vrai que ça devient difficile. Et c'est vrai que cette possibilité, à un moment donné, de changer de métier, c'est pas possible pour tout le monde parce que ça demande une adaptabilité. Et c'est vrai qu'on est dans un monde actuel qui bouge très vite et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont plus très heureux dans leur métier, etc. Et ils n'ont pas tous la possibilité de changer parce que ça demande un peu de courage. Il faut pas être trop anxieux. Enfin, c'est voilà. D'abord, qu'est-ce que vous voulez en dire ? Et puis, Samuel, bien sûr, vous pourrez réagir. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. La médecine du travail m'avait dit que peu d'entre nous étaient capables, ne serait-ce que de changer de service. Oui. Déjà, donc ça parle un petit peu. Voilà, donc elle me disait ça, que finalement c'était pas donné à tout le monde. Et du coup, j'en ai fait une force. J'ai repris les études à plus de 50 ans. Je suis partie dans le social autrement, je fais une formation de médiation familiale pour écouter autrement. C'est ça, pour aider. Vous ne quittez pas votre rôle d'aidante, en quelque sorte, d'une certaine manière, mais de manière plus autrement. Et ben c'est bien, bravo, parce que vous avez quand même compris que votre capacité à aider fait partie aussi de votre besoin d'exister. C'est ça. Exactement. Je trouve que ça correspond parce que les patients donnent beaucoup de leur histoire, de ce qui va pas. Voilà, mis à part soigner.
et prendre soin. J'étais limitée dans ce que je pouvais apporter à un moment donné, et là le côté plus profond, ils viennent là pour ça, la médiation familiale, ils viennent parce qu'ils ont un conflit, parce que voilà, c'est bien acté, tout le monde est à sa place, et du coup je me dis ça me correspond tellement, et du coup ça a été une remise en question, parce que repartir aux études, faire du droit, j'en ai jamais fait. Après je suis très curieuse, hein, j'adore apprendre, ce qui a fait aussi une force pour moi, parce que j'ai concilié la formation et le travail. Mais vous voyez, votre côté rigoureux, quelque part là, il vous a vachement servi. Parce que reprendre des études, il faut de la rigueur. Oui, et je dirais même un peu culotté, parce que c'était qui tout double, quoi. Hein, parce que moi, les études, je les ai laissées il y a très longtemps, et je me suis retrouvée avec des jeunes qui avaient l'âge de mes enfants. Donc une sacrée remise en question aussi. Oui, et puis le cerveau, quand il a plus l'habitude d'apprendre, il faut le reconditionner. C'est ça, voilà. Donc du coup, ça. Et je me dis, c'est parce qu'aussi t'as acquéri un petit peu de maturité, un certain équilibre qui t'a permis aussi, à un moment donné, d'être clair avec toi. Il va falloir que tu travailles davantage, parce que l'âge est là aussi. Voilà, je suis partie pour ça, et du coup j'ai déterminé. Ça, voilà, il me reste à passer une partie et je continue. Samuel, voilà. Ce que j'allais dire, c'était que ça valide aussi une certaine représentation de cette normalité, c'est l'adaptabilité. Quand on arrive à faire face aux changements, aux transformations de notre vie, même si elles sont dénarcissisantes, même si elles sont violentes, c'est quand même le signe qu'on est normal. J'aime pas ce terme, c'est vrai, mais on va dire équilibré, parce que Nathalie, pour reprendre le terme de Nathalie, équilibré. C'est pas tant parce que dire oui, moi les choses bougent, mais je suis rigide, tout va bien, je tiens ma barque. Non. Par contre, dire, oui, il y a eu du changement, à 50 ans, je me suis reconverti, j'ai repris des études, ça montre que là, vous êtes mobile, vous êtes labile sur le plan psychique, et ça, c'est un bon indice d'un équilibre psychique, d'une harmonie psychique. Ne pas se... Moi, j'aime bien l'image du chêne et du roseau. Ah bah oui, c'est extraordinaire, c'est parce que on croit toujours qu'il faut être fort, mais finalement, la force, c'est peut-être cette capacité d'adaptation, plus que cette force du chêne, quoi. Oui. Même si j'aime bien les chaînes. Hein. Et sans rigidité, sans s'effondrer, pouvoir, tout en courbe et en rondeur, être capable de recevoir le monde, parce que le monde, lui, il change de toute façon. Il change. Oui. Là où c'est aliénant, c'est quand on demande à une personne de subir les transformations iniques de l'entreprise, de l'institution, et lorsqu'elle vient dire mais je suis en souffrance, on lui dit c'est que t'es pas normal ou quoi. Non, il y a aussi des milieux qui sont professionnels, qui sont profondément toxiques. Vous le savez, Muriel. Oui, malheureusement, je le subis. Voilà, je le subis aussi. Et du coup, la transition est compliquée pour moi, parce que quelque part, ça, il faut que je le travaille. Hein. Je me dis qu'en fait, j'abandonne un état d'esprit, un fonctionnement. Et du coup, je crois, Muriel, qu'il ne faut pas réagir comme ça. Il faut vous dire, je sauve ma peau. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, j'essaie de fonctionner comme ça, parce que je sais que je corresponds plus à ce qui est demandé. Mais malheureusement, je dis mais comment les pauvres patients, comment ils vont être pris en charge, Vous savez quelle est la personne la plus importante pour vous, Muriel? C'est moi. Et voilà. On en revient toujours là. C'est d'autant plus important quand on est soignant, parce que sinon on a tendance à s'oublier, à se dissoudre dans les souffrances des autres. Donc là, c'est que c'est vraiment la clé. Et peut-être que vous avez des choses à travailler, sans doute, mais tout ne vous appartient pas. Et surtout, moi je l'ai vu, j'ai été psychologue hospitalier, je l'ai vu, il y a des choses qui sont absolument épouvantables, abominables dans ces institutions, et c'est pas à la personne forcément de travail. Et parfois, comme le dit Brigitte, il faut juste prendre les jambes à son cou. Merci beaucoup Muriel, en tout cas. Merci beaucoup. Frédéric nous rejoint. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. J'ai presque eu peur parce que j'ai presque plus de batterie. Je suis chez un concessionnaire. Ça, c'est la blague. Donc oui, qu'est-ce que la normalité? Je voulais faire part de mon expérience. J'avais mon beau-père qui garait la voiture toujours à 1 millimètre du garage, du mur. Pourquoi? Et je lui ai posé la question tout le temps. Je trouvais bizarre, il a toute la place devant le garage. Je lui ai posé la question un jour, j'ai dit mais pourquoi tu fais ça? Et après, comme il avait fait la guerre d'Algérie,
Il me dit, si un jour il y a le feu dans la maison, les pompiers, ils ont de la place. Oh là là, que d'anxiété. Oh là là. Ouais, alors, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est pas normal? Est-ce qu'on fait des actes normaux en anticipant des mauvaises choses? Ben non. Où est la barrière? Ah ben non, et effectivement, non, il faut être flexible, comme on l'a dit avec Brigitte un petit peu plus tôt, et quand on anticipe sans arrêt des périls imaginaires, même si ce sont pour des raisons traumatiques, ben non, en fait, c'est qu'on est trop pris dans son anxiété, là. Le contrôle, l'excès de contrôle, ça révèle toujours une anxiété. Et d'ailleurs, c'est intéressant votre exemple, parce que ça montre bien que le trauma qu'il a vécu en Algérie, on l'imagine, reste présent, puisque par cet acte quotidien, tous les jours, de ranger sa voiture, le trauma l'oblige à la ranger. Il le commémore. Il commémore le trauma. Et vous êtes chez le carrossier, justement, donc comme quoi? Oui, j'ai fait une révision de voiture. Et puis, je voulais dire à Muriel de pas s'inquiéter. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai été DJ à 50 ans. Là, je vais faire une formation de police municipale à 60 ans. On fait ce qu'on aime. Exact. Rien ne vous arrête, vous, Frédéric? Ah non, j'étais sportif de haut niveau, donc... Vous garez pas votre voiture toujours exactement au même endroit, visiblement. Non, je mets à 50 cm, moi, 50 cm 75. Vous connaissez cette blague qu'on dit souvent, que quand on dit à une femme tu es à 10 cm de la voiture extérieure, et quand c'est un homme qui dit ça, elle dit toujours oui, mais c'est toujours plus, il imagine toujours qu'il y a plus de centimètres que ce qu'il a. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric? Oui, j'ai pas expérimenté, j'ai que 4 chats, moi. Pour l'instant, je vais faire l'expérience plus tard. Bon, en tout cas, merci de votre témoignage. C'est vrai, c'est important quand on a comme ça des besoins très... Alors on pourrait dire que c'est un rituel, mais un rituel, c'est quelque chose qui est positif. Oui. Là, c'est vraiment un signe... Là, c'est un toc. Oui, un toc. Merci du mot. Oui. Je connaissais quelqu'un qui se lavait les mains presque tous les jours aussi. C'était un toc. Et voilà. C'était pas le même? C'était pas la même personne? Non. C'était une autre personne. C'était une coach d'un conseil financier avant. Ah, heureusement qu'elle n'était pas coach en bien-être alors. Remarquez, au moins, il n'avait pas les mains sales. Voilà, c'est ça. Voilà. Quoique, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai, parce que quand vous lavez trop les mains, figurez-vous que vous tuez aussi les bactéries naturelles de la peau qui vous protègent, protègent votre système immunitaire. Vous vous fragilisez aussi en vous lavant trop les mains. C'était un jeu de mots quand je parlais des mains sales. Samuel Doc. Je sais, mais bon. Premier degré. Moi, je passerai le message alors. Merci Frédéric. Oui, merci à vous. Merci à vous. Allez. Et puis, oui, je vous en prie. Oui, on continue. On va continuer dans un instant. Et justement, je crois que c'est Nadège qui a envie de parler de son caractère. On va écouter ça dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, docteur en psychopathologie. Et je rappelle ce livre Santé mentale, comment faire face. C'est aux éditions de La Martinière. Et vous donnez des conseils évidemment pour ceux qui justement ne vont pas bien. Depuis 14 heures, je crois qu'on a déjà bien déblayé le sujet. On sait déjà que c'est pas simple d'être normal, d'être bien, d'être équilibré, d'être ni simple ni forcément souhaitable. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure lorsque vous avez dit qu'il fallait aussi avoir une étincelle de folie, parce que on le voit, il y a une créativité aussi, et c'est drôle parce que vous savez, on utilise des tests psychologiques et certaines personnes qui passent des tests psy pensent qu'il faut avoir des réponses toujours hyper adaptées, hyper rationnelles. C'est pas vrai. Il faut aussi être un peu non conforme, parce que ça montre que là, on peut avoir une sensibilité, une subjectivité vivante, une créativité. On est tous aussi un petit peu fous. Et de la même manière, il faut être un peu hystérique, phobique, obsessionnel, on est tous un petit peu. Tout est une question de seuil, comme j'en parle. C'est comme un plat. Si on met trop de sel, c'est plus mangeable. Si on met trop de poivre non plus. Si on met trop de piment non plus. Mais si on met aucun piment, ça va être très fade. Absolument. Et le meilleur curseur, en définitive, c'est la manière qu'on a de percevoir notre bien-être physique et psychique. Voilà. C'est pour ça que dans ce livre dont vous parlez, Santé mentale, comment faire face, l'idée c'est de faire face un petit peu à toutes ces questions
qu'on se traverse. Et il faut pas hésiter à lire le livre si on a un doute sur sa santé mentale, sur son bien-être, parce que normalité, bien-être, santé mentale, ça va ensemble. Ce que vous venez de dire me fait penser à quelque chose, vraiment à une piste aussi qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Notre corps parle aussi de notre normalité, si je puis dire. Bien Quand on sûr. a des douleurs qui sont un peu inexplicables, parce qu'on ne sait pas trop, ça parle forcément de quelque chose qui va pas bien et qu'il faut peut-être rééquilibrer. C'est pas toujours simple de trouver. Mais... C'est ça. L'insomnie, la perte d'appétit, la chute de la libido. Vous voyez, il y a tout un tas de signaux corporels qui parfois méritent d'être écoutés. Une difficulté à se concentrer au travail, une augmentation de conflits avec les autres. Il suffit juste d'être un peu attentif à soi et aux autres et on se rend compte souvent qu'on sort un petit peu, qu'on franchit la ligne rouge. Nadège, merci d'être avec nous. Vous avez envie de nous parler de vos qualités, de vos défauts ? On vous écoute. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Merci Nadège. d'être à notre écoute. J'ai des similitudes avec Muriel qu'on a entendu précédemment dans le parcours professionnel. Donc c'est un dit c'est bizarre. Et puis je crois qu'elle a dit à un moment donné qu'elle était têtue, comme si c'était un défaut. Et en fait, moi, je suis arrivée dans mon parcours à penser que le fait d'être têtue, c'est une de mes qualités et non pas un défaut. Ça m'a aidé. Et par contre... Alors, peut-être qu'on va revenir là-dessus, parce que c'est à la fois vrai et faux. Ne pas lâcher à la première difficulté, c'est bien, il faut tenir. Maintenant, de s'obstiner à ne pas lâcher, ça peut être un peu un défaut. Vous voyez, oui, c'est encore une fois le juste équilibre. Bien sûr qu'il faut être un peu têtu, dans un certain sens, mais par contre, là où vous avez raison, c'est que ce mot têtu a une connotation négative. Oui, et puis à quel moment la passion devient de l'obnubilation, c'est ça, c'est une question de lexique aussi. Allez-y, je vous en prie. Juste mon côté têtu, je pense qu'il m'a aidé pour compenser ce que j'estime être un défaut et qu'on prend pour une qualité, c'est déjà la patience. Et en fait, j'ai une patience infinie, je tolère un tas de choses de la part des gens et ça finit par me nuire en fait. Et vous disiez tout à l'heure, le fait de ne pas savoir dire non, je pense que c'est ça. Et de tolérer les autres en se disant oui, s'il est agressif, c'est parce qu'il s'est levé du mauvais pied, il a eu un problème, donc tu passes. Et en fait, à un moment donné, ça devient trop et ça va trop loin d'encaisser des choses. Donc c'est ça là où j'estime que ma patience, c'est vraiment un défaut, quoi. Vous encaissez trop, c'est ça, vous encaissez trop les errances, les fautes, les parjures des autres, vous prenez beaucoup trop sur vous, c'est ça ? Oui. Vous êtes trop tolérante. Vous voyez, la Brigitte, ça illustre tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que tout est une question de seuil. C'est-à-dire qu'entre la personne qui ne tolère rien, qui est archi susceptible, qui réagit pour tout, et la personne qui, au contraire, va trop encaisser, là encore, question de seuil. Vous nous donnez un très bon exemple, Nadège. Bon, oui, j'avais envie de témoigner, j'avais jamais témoigné. Et puis là, je me suis dit, tiens, moi, j'arrête pas de dire, ma qualité, c'est d'être têtue et mon défaut, c'est d'être patiente. Et ça fait bizarre de dire ça. Oui, ça paraît contraire, parce qu'on aurait tendance à penser que la patience est une qualité, être têtu, c'est un défaut. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça, aussi patiente, que vous vous laissez un peu envahir Je pense qu'en fait, dans mon enfance, on me disait toujours que j'avais des idées bizarres, que c'est voilà. Alors j'ai toujours pensé que j'étais pas normale et que je devais encaisser et me taire en fait et de pas ouvrir, parce que quand j'ouvrais la bouche, c'était. Donc on vous a appris quand vous étiez enfant à être patiente en quelque sorte. À me taire, je dirais. Oui. Et donc vous continuez à vous taire et à encaisser. À un moment donné, il faut devenir adulte, Nadège. Oui, mais je pense que là, j'ai quand même fait un parcours parce qu'en fait, j'ai eu des psys et qui me disaient que j'étais très intelligente et que je m'en sortirais toujours malgré les problèmes que je devais affronter. Et une fois, je me suis retrouvée à faire une analyse avec quelqu'un qui était expert auprès des tribunaux. Ah, oui. Et il m'a dit, mais vous êtes quelqu'un d'un niveau d'intelligence énorme et n'écoutez jamais les autres quand ils vous disent quelque chose. C'est toujours vous qui aurez raison si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Il faut quand même écouter un peu les autres. J'ai mis ça de côté en me disant, il dit ça. Bon, mais en fait, ça s'est trouvé qu'à plusieurs reprises, comme ça, il y a eu le psy et puis cet expert auprès des tribunaux et puis après une autre personne qui m'a dit que j'avais une certaine intelligence. Donc j'essaye maintenant de me dire, t'as raison dans tes trucs,
Tiens, et puis je me suis aperçue que d'être têtue, des fois les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais ça, qu'est-ce que tu t'embêtes, tu n'y arriveras pas. Et moi je lâchais pas et ça passait, 9 fois sur 10 ça passait. Oui, non, mais quelqu'un qui vous dit qu'est-ce que tu t'entêtes, tu n'y arriveras pas, c'est une critique négative et c'est pas, enfin on n'a pas à dire ça à quelqu'un, enfin je veux dire, enfin sauf si vous demandez conseil, mais je veux dire c'est quand même, c'est pas vraiment très agréable d'entendre ça. Vous voyez, oui. Là, en l'occurrence, moi, quelqu'un qui va me dire ça, je vais avoir tendance à me méfier. Je vais me dire, est-ce que c'est vraiment un ami ? Pas sûr, hein ? Oui, vous voyez ? Bien sûr, mais le fait que dans mon enfance, j'ai appris à la fermer parce que je pensais que effectivement, je disais peut-être des choses n'importe quoi, ça aurait pu me mettre, si ça n'avait pas eu Non, Nadège, vous ne disiez certainement pas n'importe quoi. Vous disiez, comme je dis souvent, la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Mais vos parents vous ont décrié. Et ça, c'est vrai que ça laisse une trace, évidemment, et c'est difficile de dépasser ça. Mais aujourd'hui, oui, prenez confiance en vous, en vos paroles, et merci d'avoir pris confiance au point de nous appeler et de témoigner. Oui, c'est un cheminement que j'essaye de faire. Enfin, je ne sais pas si je serai arrivée au jour de ma mort, mais j'y suis sur ce chemin. Mais si, ayez confiance en vous. Oui, je le fais. Je vous conseille, Nadège, de réécouter un podcast parce que vous verrez à quel point encore vous avez du mal à vous faire confiance. Dans votre manière d'exprimer, il y a toujours le peut-être que je vais y arriver. Oui. Alors c'est mieux que peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais il n'y a plus besoin de ce peut-être. C'est important. Et certaines assignations parentales nous condamnent parce que malheureusement dans le regard d'un enfant, les parents c'est Dieu et il suffit qu'un parent ait un propos négatif, l'enfant va le garder à l'intérieur de lui, se conformer, se construire une image à partir de ce propos délétère et c'est très dur, mais c'est aussi ça le but d'une psychanalyse, c'est de rendre aux parents ce qui leur appartiennent. Rendez à vos parents leurs opinions, elles leur appartiennent et construisez votre propre représentation de vous-même. Nadège, vous le méritez, franchement, vous avez l'air d'avoir une belle sensibilité humaine. Oubliez ce que les autres pensent de vous, bâtissez une image de vous-même qui vous plaise à vous. Et vous avez l'air d'être bien parti en plus. Je rejoins Brigitte, vous avez l'air d'être très bien parti, vous êtes sur un bon chemin, mais il faut continuer encore. C'est là où je rejoins Muriel, parce qu'en fait, à un moment donné, moi aussi, j'étais dans un parcours professionnel médical, et à un moment donné, ça ne me convenait plus. J'étais plus dans l'esprit d'être utile aux autres. Je me disais, je suis nuisible à la santé des autres. Donc, à un moment donné, je me suis trouvé une voie qui me passionnait, et j'ai décidé de changer professionnellement. Et donc là, j'ai carrément pris un sacré virage. Et bien finalement, ça m'a aidé parce qu'en fait, de quelque chose qui était une passion, j'avais le retour des autres qui me disaient c'est super ce que tu fais et tout ça. Et c'est ça, mon cheminement, il est surtout passé par là et ce changement de vision des choses sur moi-même. Alors, je me dis, je suis capable de réaliser des choses. C'est ça, et alors peut-être que dans le prolongement de ce que vous venez de dire, on pourrait vous donner un conseil, Brigitte, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce serait peut-être l'idée d'essayer une pratique artistique, de créer quelque chose comme ça, juste pour le plaisir, de voir que vous êtes capable de sortir justement quelque chose de vous, juste pour le but de la beauté, de tout ce que vous avez à exprimer, de vous représenter vos émotions, mais j'ai l'impression que vous, vraiment avec cette sensibilité à fleur de peau, vous feriez de très belles choses, que ce soit de la peinture, que ce soit des choses avec des fleurs, que ce soit de la sculpture, mais sortez tout cela de vous et vous verrez, vous allez faire plein de belles rencontres, vous allez rencontrer des gens qui ont une sensibilité commune avec vous, et ça va vous sortir d'une solitude, ça va vous sortir de vous. Et je suis certain que vous allez faire de belles choses, j'en suis sûr. C'est un très très beau conseil que vous donne Samuel. Merci beaucoup Nadège. Merci infiniment. On fait une petite pause, on va revenir avec ce sexo-conseil. Pourquoi les hommes ont tendance à zapper les préliminaires? On en parle dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe-conseil. Alors, Samuel Doc, les préliminaires et les hommes. Alors, c'est vrai qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, et il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Bon, on a le droit de pas aimer, etc. Mais on dit souvent que les hommes seraient égoïstes, et donc ils ont tendance à ne penser qu'à ce qui leur fait plaisir. Mais je crois qu'il y a d'autres raisons qui
peuvent pousser les hommes à zapper les préliminaires. Et je crois que c'est important de comprendre ces raisons, parce que ça, on peut peut-être les améliorer là-dessus. D'abord, c'est la peur de pas maintenir son érection. Et ça, c'est vraiment une cause fréquente dont ils sont même pas conscients d'ailleurs. Alors que c'est pas grave que pendant les préliminaires, l'érection vienne, s'en va, revient. On s'en fout. C'est pas le but. On n'est pas là pour vérifier qu'il y a toujours une érection à 100%. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que les hommes comprennent que l'érection, si elle s'en va, c'est pas grave, on s'en occupera après pour qu'elle revienne. Oui. Il faut prendre son temps. Alors, il y a d'autres raisons. C'est la peur de mal faire. C'est pas si simple que ça, pour les hommes, parfois, de comprendre comment bien faire. Surtout que les femmes sont souvent différentes. En plus, les hommes n'ont pas toujours regardé comment était fait le sexe féminin, même si aujourd'hui, grâce au porno, c'est bien de temps en temps de le dire, il y a une vision assez claire de ce qu'est une vulve, un vagin, un clitoris, etc. Il y a aussi des hommes qui sont vraiment dominés par leur excitation. Voilà. Donc à ce moment-là, pourquoi pas une masturbation jusqu'à l'éjaculation pour ensuite avoir un peu l'esprit plus libre. Oui. Ah oui. Alors ça, c'est valable chez des hommes assez jeunes. Sinon, après un certain âge, c'est difficile de retrouver une érection. Donc là, il faut faire attention. Et puis, il y a des hommes qui sont aussi marqués par une mauvaise expérience. On les a critiqués ou alors et ils ont pas encore compris l'importance des préliminaires. Donc voilà. Donc c'est bien vraiment de bien d'abord comprendre qu'est-ce qui fait qu'un homme zappe les préliminaires avant de penser qu'il est égoïste. Et puis les préliminaires, c'est pas forcément nécessaire pour aller jusqu'au coït. Et ce sera d'ailleurs le sujet qu'on va aborder lundi avec Sandy Boulanger. On parlera des préliminaires et de la fameuse indispensable pénétration. On parlera de ça lundi. Très bien. Très très bien. Vous voulez ajouter quelque chose ? Ah non, je vous rejoins complètement et je trouve que les différentes explications que vous nous donnez sont vraiment pertinentes. Oui, surtout sur cette gestion de l'excitation, ça... Mais oui, c'est important de comprendre qu'on ne fonctionne pas pareil, nous les hommes et les femmes, et que c'est comme ça qu'il faut donc justement communiquer. Oui. Orlane, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Orlane. Alors, allez-y, je crois que vous avez envie de nous parler de vous, justement, et de la manière dont les autres vous ont un peu étiqueté. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une certaine expérience de la vie et j'ai eu au cours de ma vie beaucoup d'étiquettes différentes, variées, notamment d'hypersensible, de stressé, de plein de choses diverses. Et je me suis aperçue qu'en fait, je dis à mes enfants, qu'une étiquette, ça reste une étiquette, ça reste le regard des autres, qui reste intéressant, parce que ça vient révéler quelque chose, mais c'est fait pour être décollé. Ça, c'est la première chose auquel je dis, effectivement, vous pouvez être... Oui, mais vous savez, Orlane, quand quelqu'un vous dit que vous êtes, je sais pas moi, hypersensible, quelque part, ça parle aussi de lui. C'est une étiquette qu'il vous envoie, mais qui, quelque part, dont il se décharge. Tout à fait. Et donc, en fait, dans cet envoi d'étiquettes, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après, plus récemment, on va dire, c'est qu'effectivement, le regard, il est porté par celui qui le porte et qui ne fait part que de son histoire, que de la perception du monde qu'il a avec vous et de l'interaction. Et donc, la première chose, c'est que justement, par rapport à cette définition de la normalité, c'est comment je me sens, comment je suis, dans quel état je me trouve. Et on peut être dans un environnement qui est bon en soi, mais qui pour nous vient nous étriquer, nous empêcher d'être dans le bien-être, dans son équilibre, de se sentir respirer par tous nos pores. Et donc, ça peut être une invitation à s'extraire un temps de cet environnement et de découvrir un autre environnement et de se rendre compte que cette étiquette, qui est un instant T donné par d'autres, peut être différente. Alors, justement, parce que là, évidemment, on entend bien que vous parlez de vous. Quel environnement, à un moment donné, vous a un petit peu coincé dans... Alors, moi, c'était par un environnement familial qui était toujours... t'es pas assez ou t'es trop ci, t'es trop ça. Et puis, j'ai fait mon expérience, ma route. Et puis, j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des retours de personnes qui finalement m'avaient collé, sans que même que je sache, et qui parlaient autour de moi. Et moi, je traçais ma route.
Et en fait, ça parlait d'eux, de leurs blessures, de leur incompréhension du monde. Oui. Et des travers qu'ils rencontraient, donc ce seul par des divorces et autres. Et puis moi, j'avais pris mon émancipation plus tôt, et donc c'était quelque chose qui n'était pas bien vu. J'avais un mode de vie plutôt sain et qui ne correspondait pas au mode de la famille. Vous êtes un peu trop libre par rapport à votre famille, quoi. Oui, et puis trop différente, c'est-à-dire une famille qui était peut-être conventionnelle, alors, très aimante, hein, pas de problème, mais votre témoignage est important parce que on est forcément issu d'une famille et on a forcément envie de ressembler à cette famille. Et en même temps, c'est bien de respecter sa famille, mais il faut aussi respecter ce qu'on est. Et vous avez visiblement eu à un moment donné cette problématique, et il me semble que vous avez réussi à en sortir. Alors allez-y, votre anecdote, racontez-nous. Alors effectivement, ma petite anecdote, c'est qu'un jour je passe un concours. Elle n'est pas petite, votre anecdote. Je ne veux plus entendre ce mot à l'antenne. Je vois effectivement que on me dit qu'est-ce qui va encore t'arriver, parce que j'étais mixte catastrophe entre guillemets, et donc qu'est-ce qui va encore t'arriver. Donc premier concours, je trouve un moyen inconscient d'être en retard, et la fois d'après sur un autre concours, je me dis cette fois-ci je me prépare silencieusement, je ne dis rien et je vais à mon concours en disant que j'ai un déplacement professionnel, et là, contre toute attente, j'obtiens mon concours. Et là, ça a été un déclic, c'est-à-dire, effectivement, prendre conscience que l'étiquette qu'on me collait m'amenait inconsciemment à reproduire des erreurs. Et donc, ça peut rejouer. Être Miss Catastrophe, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui va encore t'arriver encore. Et en fait, ça parlait de la personne, et cette personne est encore dans mon environnement. Mais est-ce que justement cette personne, quand elle vous dit qu'est-ce qui va encore t'arriver, est quelqu'un qui avait envie de vous saboter? Oui, je pense. C'est ça. Voilà. En fait, oui. Oui. Et c'est très dur pour moi de l'accepter, parce que c'est une personne avec laquelle je suis proche et avec laquelle j'ai encore des distances à prendre, parce que cette personne avait peut-être une jalousie inconsciente, ou je ne sais pas. C'est évident. Elle n'est pas si inconsciente que ça. Hein. Oui, alors votre ressenti est très juste, et c'est très drôle parce que je suis très liée et j'aide beaucoup cette personne aujourd'hui. Mais alors là, un conseil. Quand on a quelqu'un qu'on aime bien, mais qui est envieuse, plus vous allez l'aider, plus elle va être envieuse. C'est ça. Alors parce plus elle vous sera redevable, plus elle va être envieuse, et plus elle va vous saboter ou vous faire du mal. De manière très sournoise. Oui. Effectivement, quand là, par exemple, je sais pas, j'avais un appel et autres, et j'ai senti que j'étais très fatiguée, j'ai dit stop. Je prends la distance et je me recueille autour de moi pour me recentrer, parce que j'avais donné. Alors, on m'avait demandé, j'ai dit stop. Donc voilà, j'apprends, non pas une limite, mais j'apprends à m'écouter et me dire là, je suis dans une phase où je suis moins flexible ou plus poreuse, et à ce moment-là, je mets mes barrières. Et je me recule, et je pense que c'est souvent, alors c'est pas tout le temps que je le fais, mais c'est souvent au cours de ma vie que je prends des petits temps de pause et que je prends le temps de me recueillir pour retrouver mon chemin. Voilà, c'est ça. Et puis pour aussi reconsidérer ce que sont ces étiquettes qu'on plaque sur votre front, c'est-à-dire de simples assignations. Et vous verrez, après vous en riez, c'est-à-dire que vous les regardez, vous écoutez les gens vous dire des choses et vous dites mais de quoi est-ce qu'il parle ? Il parle de lui. Voilà, et en fait il y aura une distance naturelle qui va s'imposer entre vous et ceux qui vous jugent, parce que l'étiquette trahit et traduit un jugement, et que vous êtes absolument libre de refuser. Voilà, votre famille n'a pas posé de jugement sur vous, personne n'a posé de jugement sur vous, de la distance, comme s'il y avait une vitre qui vous séparait de cela, et que tous leurs propos ricochaient contre cette vitre. Ça les regarde, laissez-les avec leurs petites assignations, leurs petits travers. Vous, ça ne vous concerne pas. Vous glissez. Non. Voilà. La bave du crapaud, pour reprendre Brigitte donnait tout à l'heure d'une expression populaire, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Volez, volez, loin des crapauds. Tout à fait. Sauf si ça devient un prince charmant. Comment on fait quand c'est fait à travers les enfants, notamment, j'ai des enfants, il y en a un, on dit il est hypersensible, etc. Donc j'essaye de lui apprendre, mais il reste poreux. Et donc moi j'arrive à me détacher, sauf à travers ça. Donc c'est mon dernier travail qui se passe. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Par exemple, j'ai mon fils, par exemple, son aîné va lui dire terre à l'heure. Et puis, mais non, il exprime quelque chose.
Ou quelqu'un va lui dire t'es hypersensible, t'es ça. Et donc à travers ces comportements, donc il va finir par cristalliser, donc j'essaye de défaire. Et je vois aussi qu'à travers les relations familiales, il y a quelque chose qui se rejoue, alors de bienveillant et en même temps de récurrent. Et j'essaye de me dire comment je peux aider mon dernier à ne pas subir ce fruit des étiquettes par rapport à son aîné, à son en évoluant dans d'autres groupes, s'il veut faire du sport, s'il veut faire de l'art, il va rencontrer ses pairs, il va rencontrer d'autres personnes et il va voir, plus il va rencontrer de gens, plus il va voir que les jugements seront différents, multiples, changeants, et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Plus vous rencontrez de monde, plus les gens ont des opinions différentes de vous, et plus vous en libérez. Oui, c'est vrai ce que dit Samuel, plus on est dans un milieu fermé, plus on entend toujours la même chose. Mais faites attention quand même, Orlan, de ne pas projeter ce qui vous est arrivé sur votre fils. Parce que non, je ne projette pas, je voudrais juste lui offrir oui, le mais repas. Est-ce que vous êtes sûr qu'il se sent tout le temps jugé? C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, bon. D'accord. C'est lui qui à ce moment-là, à ce moment-là, c'est très simple, Orlan, vous êtes sa mère. Et je vous assure que votre jugement vaut 100 fois plus que n'importe quel autre jugement. Donc dites-lui juste que c'est un petit garçon formidable, vous avez totalement confiance en lui et qui va réussir dans la vie. Et ça va compenser largement tout ce qu'on peut lui raconter et lui dire. Bon, je vous ferai le retour de ça. Avec plaisir. Avec plaisir, Nadège. Orlan, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Oui, il y a une période de vie où c'est propice au changement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Orlan. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on va déjà conclure avec Émilie qui va prendre la parole dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Samuel Doc. Je rappelle un titre de livre aussi qui peut vous aider, Les chemins de la thérapie. C'était aux éditions Flammarion, où vous donnez des pistes justement pour trouver le bon thérapeute, parce que je sais que c'est pas simple. C'est vrai que forcément, il y en a des meilleurs que d'autres, et puis il y en a surtout qui nous conviennent mieux que d'autres. Oui. Et c'est ça toute la difficulté. Émilie est avec nous et c'est avec vous qu'on va conclure. Émilie, bonjour, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour. Alors je vous appelle pour vous dire que moi je trouve que je ne suis pas normale, mais j'essaye tant bien que mal de paraître normale. C'est-à-dire que je n'ose pas vraiment être, mais par contre quand je monte sur scène, là je suis 100% moi et je monte sur scène pour chanter et danser. Et je fais ça avec le cœur et je fais ça pour moi parce que j'aime ça et je m'éclate. Et je trouve que ça plaît énormément au public et qu'il en redemande. C'est quoi alors pour vous ne pas être normal? Pourquoi vous pensez ne pas être normal? J'aime des choses où j'ai des pratiques qui sont pas habituelles, visiblement, qui surprennent. Comme quoi? Par rapport à ma coupe de cheveux, par exemple, c'est plutôt masculin. Voilà, mes tenues surprennent aussi. Et après, si on parle de sexe, quand je propose des choses comme de sodomiser un homme, généralement mes partenaires sont surpris parce que c'est la première fois qu'on leur propose ça. Voilà, mais ça fait pas de vous quelqu'un d'anormal et ça renvoie un peu au livre dont je parlais en début d'émission de Laurie Auteur sur les héroïnes de la modernité. Voilà, vous êtes peut-être une héroïne de la modernité, c'est-à-dire que vous avez vos goûts qui ne sont pas jugés convenables, qui ne sont pas jugés par la société acceptables ou que sais-je encore, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal ni quelqu'un de fou. En revanche, ça fait quelqu'un de vous qui n'est pas dans la norme. Voilà. Et c'est peut-être toute la différence. Et Absolument. Merci de votre témoignage, parce que ça va nous permettre de peaufiner cette différence. Vous n'êtes pas anormal, c'est-à-dire que vous êtes adapté à la société d'aujourd'hui. En revanche, dans vos pratiques de coiffure, de sexualité, d'identité, vous êtes un peu hors norme. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de femmes qui se coiffent comme vous. La majorité des femmes ne se coiffent pas comme vous. Vous voyez la différence? Mais vous n'êtes pas anormal puisque vous êtes adapté à la société. Vous êtes, oui. Souffrez-vous? Est-ce que vous êtes en souffrance selon vous? Non, quand je suis complètement moi, alors pas du tout, non, je suis très heureuse. Et si je reçois des jugements ou des regards, mais pourquoi vous dites que vous ne seriez vous que quand vous êtes sur scène? Oui.
Parce que c'est là que je suis sans limite. Ah, la limite. Mais est-ce que vous pourriez être tout le temps dans la vie comme vous êtes sur scène ? S'il n'y a pas le regard des autres, hein, je veux dire, est-ce que ce serait pas un peu fatigant d'être tout le temps comme ça dans la vie ? Je sais pas. Quand vous m'avez demandé si je pouvais être comme ça dans la vie normale, il y a un gros nom qui m'est venu en tête. Ouais. Je sais pas pourquoi. Nous non plus. Et vous j'adore la manière dont vous répondez. Nous non plus. Et vous, est-ce que vous avez un nom de scène ? Non. Parce que peut-être que ça vous aiderait, je vais vous dire. Peut-être que ça vous aiderait de vous dire, par exemple, vous inventez, je sais pas. Pétunia, voilà, le premier mot qui me vient à l'esprit, voilà, sur scène, et que c'est l'identité de Pétunia, et vous vous amusez, vous êtes Pétunia à ce moment-là, et quand vous êtes dans la vie, eh bien, vous êtes vous c'est vous, et Pétunia, c'est Pétunia, et peut-être qu'à ce moment-là, vous direz, là, c'est mon avatar, c'est mon identité artistique qui s'exprime, et je suis très bien comme ça, et l'autre personne que je suis dans la vie, elle est très bien aussi, elle est différente. Non ? Ce serait chouette, et en plus, ça vous aiderait à vous faire connaître. Oui, pourquoi pas, oui. Non, parce que ce qui est important, Émilie, c'est de comprendre pourquoi vous seriez vous simplement quand vous êtes sur scène. On peut avoir différentes facettes de personnalité. C'est pas, vous savez, les humoristes, ils sont pas toujours drôles dans la vie. Ils sont même parfois très tristes. Voilà. Vous voyez, et c'est pas pour autant qu'ils sont vraiment eux-mêmes quand ils sont sur scène et qu'ils sont pas eux quand ils sont dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Je prends l'exemple de l'humoriste parce que c'est très parlant. C'est très parlant. Surtout que les humoristes sont les 3/4 du temps complètement dépressifs dans la vie, soyons clairs. J'ose briser un tabou, on va le dire, je suis désolé. Muriel Robin et compagnie, tous de grands dépressifs. Laurence Foresti, on va faire la liste, voilà, Blanche Gardin, ils sont tous très dépressifs. Bon, ça me rassure parce que en dehors de la scène, justement, je suis plutôt dépressif, même si ça va de mieux en mieux. Voilà, et j'ai honte de ça, je veux pas le montrer. Oui. Peut-être que si c'était Pétunia qui portait votre joie sur scène et vous la dépression en dehors, peut-être que ça permettrait d'y voir un peu plus clair. Mais il n'y a pas à avoir honte d'être dépressif d'ailleurs, parce que la dépression c'est une maladie et on n'a pas à avoir honte d'être malade. Et ensuite, ça se soigne. Donc, vous voyez, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Absolument. Donc, c'est important aussi que vous compreniez ça. Donc, j'entends bien, quand vous êtes sur scène, vous êtes fier de vous, et quand vous n'êtes pas sur scène, vous avez honte. En gros, si on résume, c'est un peu ça. Oui, et c'est pour ça que je me cache plutôt quand je suis pas sur scène. C'est dommage, surtout que j'entends que vous avez une singularité, remarquable, avec cette coupe de cheveux, avec du désir, avec des choses qui sont un petit peu comme ça, dissidentes, individuelles. Chérissez cette différence-là. Vous soyez fiers d'être différente, soyez fiers d'être qui vous êtes, parce que c'est beau, je trouve, de pouvoir s'émanciper de tous les carcans sociaux. Et ça va vous aider à être un peu moins dans la déprime, justement, parce que vous allez pouvoir être un peu plus fiers de vous dans la vie. Ah oui. Vous voyez ? Ça c'est sûr. D'accord. Votre personnage, c'est votre personnage, et vous, c'est vous. Allô ? Oui, je réfléchis. Je sais pas si je me dis que Pétunia, par exemple, est joyeuse et que Émilie est dépressive. J'ai l'impression que ça m'enferme dans mon rôle. Pas du tout. En étant hors de scène. Pas du tout, parce que vous allez remettre un petit peu les choses chacune à leur place, et que la scène, c'est un espace où vous déployez encore une fois un avatar artistique qui vous fait du bien et qui, j'entends, est thérapeutique pour vous, mais que en dehors, il y a aussi plein de choses qui sont super pour Émilie. Et puis, attention, Émilie, on n'a pas dit que vous étiez une grande dépressive, parce que si vous étiez une grande dépressive, vous pourriez pas monter sur scène et jouer Pétunia. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est toute la. Vous avez un fond dépressif qui doit venir sans doute soit de votre mère, parce que souvent les filles qui ont une maman dépressive sont un peu dépressives. C'est malheureusement quelque chose de très fréquent. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça peut être ça. Mais donc vous avez ce fond, c'est ça ? Je pense, oui. Bon, donc ça, malheureusement, vous allez traîner un petit peu ça. Ça fera partie de votre personnalité. Et pourquoi pas, parce que ça peut être touchant aussi. Mais si vous étiez vraiment dépressive, je peux vous assurer que vous ne pourriez pas monter sur scène. Oui. Vous comprenez ? Oui. Ah non, il y a beaucoup d'espoir là dans tout ce que vous dites, le fait de pouvoir séparer l'activité artistique de votre vie quotidienne, et le fait de pouvoir vous intéresser un petit peu à Émilie et de se dire que
finalement, vous savez, le monde est un théâtre. Hein. Le théâtre, il s'arrête pas à la scène sur laquelle vous montez pour chanter et pour danser ou je ne sais quoi encore. Le monde est un théâtre. Donc là, vous avez réussi à construire votre propre personnage, Émilie, avec cette coupe de cheveux, ces tenues particulières, etc. Et il va falloir vous pencher sur cette identité-là, apprendre à l'apprivoiser, à l'apprécier et à laisser à votre alter ego théâtral, le reste. Vous voyez ? Et Émilie, elle mérite d'exister aussi. Il n'y a pas que la scène. Et puis votre relation aux hommes, je crois qu'il y a quelque chose aussi d'important à comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette relation aux hommes, vous avez envie de les prendre parce que peut-être vous avez envie de leur donner du plaisir, un plaisir que vous-même vous avez peut-être du mal à recevoir, ou parce que ça parle de quelque chose, d'une fêlure chez vous, ou c'est une façon de prendre le pouvoir. Enfin, qu'importe, mais ça, c'est pareil. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, et ça va vous permettre aussi de l'assumer beaucoup mieux, parce que si vous l'assumez très très bien, ça vous dérangera pas qu'on vous dise non, ou qu'on comprenne pas, ou qu'on vous trouve bizarre parce que vous proposez ça, vous voyez. Oui, je vois. Et oui, prendre le pouvoir, je pense que c'est ça, parce qu'en fait, le fait d'avoir envie de sodomiser un homme, ce fantasme arrive surtout avec des hommes qui ont une position plus élevée par rapport à moi. Ah, donc quand tout à l'heure on vous interrogeait un petit peu sur cette dissidence, sur cet aspect de révolte politique, ça a du sens, hein, vous voyez. Vous êtes une révoltée. Ah, moi je pense que vous êtes une révoltée. Mais ça prouve bien que vous n'êtes pas spécialement dépressive. Hein. Rassurez-vous, votre fond dépressif, il a des réserves qui vous permettent de ne pas sombrer. Hein, vous inquiétez pas. Ça devrait pas être trop dramatique pour vous. Non. Et puis prenez peut-être pas Pétunia comme nom de scène, parce que là j'ai eu une idée spontanée à titre d'exemple, mais il y a peut-être plus vendeur. Vous allez trouver plus vendeur, je pense, que Pétunia. Oui, Pétunia, c'est le premier, parce que j'aime bien les fleurs. Alors c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Oui, mais c'est pas dingue. Je suis pas sûre. Rose, parce qu'il y a des épines. Et quand on parle d'épines... Rose, c'est joli, moi, je trouve. Merci, Émilie. On va rester là-dessus. Merci beaucoup. Et Samuel Doc, merci beaucoup. Et on a fait une émission pas tout à fait normale. Absolument, et très douce, très solidaire. On est parti un peu dans beaucoup de sens différents, ce qui montre bien que la définition de la normalité, moi, je ne me permettrai pas de la donner. Oui. Très juste. Et puis on a surtout vu qu'il y avait que des singularités qui s'exprimaient, et que peut-être que la normalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est peut-être cette chance qu'on a d'être ensemble dans cette émission, c'est qu'on peut tout se dire sans être jugé. Et c'est peut-être ça aussi, c'est apprendre à ne pas juger. C'est déjà être peut-être dans une sorte de normalité un peu folle. Oui, merci du fond du cœur de m'avoir reçu et de m'avoir permis de retrouver justement notre bel unisson. Non, merci à vous, Samuel Doc. Merci beaucoup. On va dans un instant donner la place à C'est votre avenir. Vous retrouvez Alexandre Delevan aujourd'hui, et puis demain, c'est intéressant. On est avec Bruno Martin et on va revenir sur les différences entre les hommes et les femmes, sur pas simplement sur la sexualité, mais bien sûr aussi sur la sexualité, mais également sur de différentes émotions, sur la jalousie, sur le stress. Et vous verrez, c'est pas étonnant qu'on ait autant de mal à se comprendre. Sud Radio, votre avis fait la différence.